Bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de la troisième partie du cours sur les propriétés physico-chimiques, les synthèses et les combustions des espèces chimiques organiques. Et cette partie va parler de la conversion de l'énergie stockée dans la matière organique. Donc essentiellement des combustions. Donc on reviendra à la fin sur les objectifs de la partie et nous allons commencer par jeter un œil aux combustions et notamment aux combustibles usuels et pouvoir calorifique. Alors, la combustion, c'est une réaction chimique exothermique. Donc cela signifie que elle dégage de la chaleur, donc vous le savez, le feu, ça brûle. Donc c'est très exothermique, et cette réaction se fait entre le dioxygène et une espèce chimique réductrice que l'on appelle communément combustible. Donc pour faire une combustion, il faut du dioxygène et du combustible. Donc c'est une réaction du coup d'oxydoréduction. Donc comme vous le savez peut-être, la combustion, donc le feu, on l'utilise depuis des millénaires pour se chauffer, faire cuire sa nourriture, et plus récemment, donc c'est-à-dire il y a depuis 200 ans environ, on l'utilise pour se déplacer et produire de l'électricité. Donc se déplacer, on entend par là l'utilisation de moteurs à essence, de machines à vapeur, etc., dans lesquelles on utilisait du charbon notamment. Et production d'électricité, c'est là on entend essentiellement production d'électricité par centrale thermique à charbon ou à pétrole ou à gaz. Donc au niveau des combustibles, chaque combustible va avoir un pouvoir calorifique différent, c'est-à-dire que quand on va le brûler, il va dégager plus ou moins d'énergie. Donc le pouvoir calorifique est l'énergie libérée par kilogramme de matière consommée lors de la combustion. C'est-à-dire que c'est le nombre de joules qu'un kilogramme de cette matière va pouvoir sortir en le brûlant. Donc la formule c'est, donc PC c'est le pouvoir calorifique en joules par kilogramme, c'est l'énergie libérée, donc on calcule, on mesure, on calcule toute l'énergie qui est libérée lors de la combustion d'une certaine masse M, et cette énergie on la divise du coup par la masse consommée pendant la combustion M. Et donc là on obtient alors le pouvoir calorifique. Donc à titre d'exemple, je vous montre quelques pouvoirs calorifiques de combustibles usuels. Donc les granulés de bois qui sont très utilisés dans les poêles pour cuire de la viande, mais des poêles, ce sont des poêles généralement de chauffage. Donc les granulés de bois c'est 16 mégajoules par kilogramme, l'éthanol 30, le fioul 42, l'essence 47 et le méthane 50. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement on reste quand même dans des ordres de grandeur assez proches. On passe de 16 à 50, c'est une multiplication par 3, ce n'est pas non plus des ordres de grandeur pharaoniques comme on peut l'avoir en comparant ce genre de combustion à des réactions nucléaires qui vont être de plusieurs millions de mégajoules par kilogramme. Donc on a dit plutôt qu'il s'agissait d'une réaction chimique. Donc qui dit réaction chimique dit modélisation par équation. La combustion, ça se fait donc entre, par exemple, un alcane. Donc je vous laisse voir la définition d'alcane, ou un alcool et du dioxygène. Donc le dioxygène est toujours présent avec le combustible. Donc l'alcane ou l'alcool sont les combustibles et le dioxygène, ce qu'on appelait à une époque le comburant. Donc quand on fait ce genre de réaction, il se forme après combustion du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau, tous les deux sous forme gazeuse. Donc il y a une convention en chimie par rapport aux combustions, c'est que dans l'équation de réaction de la combustion, on va toujours laisser un 1 devant le combustible. Donc le combustible, on ne met jamais de 2, de 3, de 4, c'est toujours 1. Donc là, la conséquence qu'il va y avoir, c'est que vous allez pouvoir voir apparaître des fractions dans les autres nombres stoichiométrique, ce qui n'est pas gênant en soi, mais ce qui peut être surprenant, alors que jusque-là, a priori, on vous a dit qu'on ne pouvait y mettre que des nombres entiers. Donc là, je vous présente deux exemples de réactions de combustion. Donc le méthane CH4 avec 2 molécules de dioxygène donne du dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. L'éthanol, lui, C2H6O, on l'associe à 3 molécules de dioxygène, on approche une étincelle ou une flamme, et hop, ça fait
2 molécules de dioxyde de carbone et 3 molécules d'eau. Donc comme vous le voyez, dans l'équation, on précise dans quel état se trouve chaque élément de l'équation. Par exemple, dans la première, tout était gazeux, on met un G. Dans la deuxième, l'éthanol est par contre liquide au départ. Donc ça, peut-être que certains connaissent les cheminées à éthanol. On met de l'éthanol au fond de la cheminée, on allume et ça fait de jolies flammes, pas forcément très chauffantes, mais c'est joli. Par contre, c'est extrêmement dangereux. Donc on a parlé du fait que la combustion était une réaction d'oxydoréduction. On peut donc écrire l'équation à partir des couples oxydant-réducteurs suivants, donc O2H2O et CO2 combustible. Donc le combustible est très variable. Et je vous laisse revoir la partie sur les réactions d'oxydoréduction afin de revoir les demi-équations électroniques sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Donc, qui parle de combustion et de feu, parle aussi de risque. Comme je l'ai déjà dit, et comme vous le savez, le feu, ça brûle. Donc, les risques évidents, ce sont les brûlures, les incendies, les explosions. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lors d'un incendie, c'est très rare que les gens meurent brûlés vifs. En général, ils meurent à cause des fumées, essentiellement des particules fines, solides du carbone, qui les asphyxient. Donc, en fait, les gens meurent étouffés plutôt que brûlés. Ce qui peut arriver aussi, c'est le monoxyde de carbone, des intoxications au monoxyde de carbone, donc c'est un gaz invisible et inodore qui asphyxie les gens quand la combustion est mal faite. En fait, là, les cas qu'on vous a présentés ici de combustion, c'est là où les combustions sont parfaites, donc dioxyde de carbone et eau, il n'y a aucun problème, on le respire. Bon, à moins que l'oxygène baisse fortement, on ne va pas mourir à cause de ces gaz. Par contre, dans le cas où une chaudière à gaz est mal réglée et fonctionne mal, il peut y avoir de la production de monoxyde de carbone. Le problème du monoxyde de carbone, c'est qu'il va squatter les globules rouges, et donc, en les squattant, on n'a plus d'oxygène qui peut s'y fixer, et on meurt par asphyxie sans s'en rendre compte, vu que c'est complètement invisible et inodore comme le dioxyde de carbone. Donc ça, ces gaz toxiques, ces résidus de ces particules fines, etc., ils apparaissent seulement quand la combustion est incomplète, en général à cause d'un manque d'oxygène. Donc s'il n'y a pas assez d'oxygène pour le feu, on va avoir ce genre de choses. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'énergie molaire de réaction. Donc l'énergie molaire de réaction, c'est la quantité d'énergie par mol qu'un système reçoit ou émet lors d'une transformation chimique. Un système peut avoir besoin de recevoir de l'énergie pour réagir, c'est-à-dire qu'on va devoir chauffer pour provoquer la réaction, donc on lui apporte de l'énergie. Donc là, c'est un système endothermique, une réaction endothermique, mais des fois, comme dans le cas des combustions, l'énergie peut être libérée, c'est-à-dire envoyée vers l'extérieur du système que l'on étudie. Donc à ce moment-là, c'est une réaction exothermique. Donc peu importe que l'on soit dans l'un ou dans l'autre, on parle d'énergie molaire pour l'énergie émise ou reçue par mol de matière, énergie molaire de réaction. Donc on la modélise par cette équation, donc énergie molaire de réaction c'est en joules par mol. L'énergie d'ailleurs libérée ou reçue, on va mettre libérée ou reçue, c'est l'énergie libérée ou reçue en joules, donc l'énergie totale libérée ou reçue. Et X, ici, c'est l'avancement de la réaction, la quantité de matière où on en est, donc en mol. Donc, dans le cas où la réaction est endothermique, c'est-à-dire que le système doit recevoir de l'énergie, l'énergie molaire est positive. Dans le cas où la réaction est exothermique, c'est-à-dire si le système perd de l'énergie, plutôt l'envoie à l'extérieur, l'énergie molaire va être réactive. Donc là, on va regarder du coup un petit exemple rapide, la combustion de 5 moles de méthane. Donc le méthane a une énergie molaire de réaction de moins 8 fois 10 puissance 5 joules par mol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va brûler une mole de méthane, ça va faire sortir 8,0 fois 10 puissance 5 joules.
Donc c'est exothermique, c'est une combustion, c'est exothermique. Une combustion est toujours exothermique. C'est le feu, ça brûle toujours. Il n'y a pas de feu froid qui va pomper la chaleur autour de vous. Donc sa valeur est négative. Donc si on a 5 moles qui sont consommés, l'énergie libérée au total, c'est la quantité de matière qu'on avait au départ fois l'énergie molaire de réaction, et donc on obtient que on a libéré 4 millions de joules. Donc là je peux écrire, si je veux, est égal à 4,0 mégajoules. Voilà. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, mais d'où vient cette énergie? Il faut se rappeler de ce principe qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc l'énergie qu'on libère là, ou l'énergie que l'on va même absorber, où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va? Donc on va rester dans le cas des combustions là, et donc on va se demander d'où vient cette énergie. Donc cette énergie, elle doit être stockée quelque part dans les molécules. Maintenant on va voir d'où elle vient. Donc, le titre vous spoil un peu, étant donné qu'on parle d'énergie molaire de liaison. L'énergie molaire de liaison, c'est l'énergie qu'on doit fournir à une mole de molécules AB, avec A et B deux atomes, pour séparer les atomes A et B. Donc c'est-à-dire que là par exemple, pour casser une mole de liaison HH, il faut 436 kJ. Donc dans le CO2, il faut 804 kJ, et puis là vous avez plusieurs secondes. Donc il faut toujours apporter de l'énergie pour casser une liaison. Cette énergie est toujours positive. Ça, il n'y a pas de secret. Une énergie molaire de liaison est toujours positive. Donc là, ça veut dire que pour casser une liaison, il y a toujours besoin d'apporter de l'énergie. Donc dans le cas des combustions, l'énergie qu'on apporte finalement, ça va être la flamme par exemple, ou l'étincelle. Et donc là, pour calculer l'énergie molaire de liaison à partir de l'énergie molaire de réaction, donc celle qu'on a vue juste avant, on utilise la formule suivante. Donc en fait, l'énergie molaire de réaction, donc l'énergie molaire qu'on a vue au chapitre précédent, c'est égal à la somme de toutes les énergies molaires de liaison des réactifs, à laquelle on soustrait toutes les énergies molaires de liaison des produits. Donc c'est juste la différence entre ça et ça. On va prendre un exemple pour ça. Donc là, on va reprendre la combustion du méthane. On va rester simple. On va rester sur le même exemple, la combustion la plus simple qui soit. Et donc, première étape, si vous avez à calculer ce genre de choses, c'est lister les liaisons que vous avez. Donc si je regarde cette équation, en premier lieu, j'ai 4 liaisons carbone-hydrogène. Une liaison carbone-hydrogène, c'est 415 kJ par mol. Donc je vous rassure, vous n'avez pas à apprendre ce tableau, ça sera toujours une donnée. On a deux liaisons O-O, donc double liaison même, car on a deux dioxygènes, et celle-là vaut 497 kJ par mol. Ensuite, on va regarder les produits. Donc les produits, on a CO2, donc on a deux liaisons C double liaison O, ce qui fait du 804 kJ par mol, et 4 liaisons HO simple à 463 kJ par mol. On applique la formule. Donc ici, donc la première partie là, c'est la somme ici des liaisons des réactifs, et on soustrait celle des produits. Donc là on obtient 2 liaisons CO plus 4 HO. Donc on fait l'application numérique, etc. Et on trouve environ moins 8,0 fois 10 puissance 5 joules par mol. Alors là, en fait, normalement, c'est 8,1 que je trouve. Donc là, si je veux être égal à 0,06 10 puissance 5 joules par mol moins 1. Et donc, c'est environ le résultat trouvé précédemment. Donc,
tout va bien. Donc on va revenir un peu sur les points du programme que vous devez maîtriser sur cette partie. Donc voilà, on a fini le cours. Donc citer des exemples de combustibles usuels. Donc on va dire culture générale. Je pense que vous êtes capable de citer l'essence, le charbon, le bois, le papier, peu importe. Voilà. Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool. Donc si on vous dit de faire la combustion du méthane ou de l'éthanol ou d'autres alcanes et alcools, vous devez en être capable. Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés. Donc ça pareil, bon, ça reste de la culture générale, donc vous devez dire que quand vous faites un feu de cheminée, il faut bien faire attention à ne pas trop tirer, parce que sinon vous pouvez mettre le feu à la cheminée, ou lorsque vous faites un barbecue, à bien éloigner tout ce qui est combustible lorsque vous le lancez, ce genre de choses, des règles que vous devez appliquer dans la vie de tous les jours et pas seulement au laboratoire bien sûr. Citer des axes d'études actuelles d'application s'inscrivant dans une perspective de développement durable. Donc ça, je l'ai pas trop évoqué dans le cours à l'écrit. Donc là, par exemple, vous avez le gaz naturel qui est pas mal développé en termes de développement durable. Après, il faut avouer que la combustion en général, c'est rarement compatible avec le développement durable. Voilà. Donc capacité expérimentale, ça, c'est à faire en TP, donc cette année c'est un peu grillé. Et estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies de liaison. Donc c'est-à-dire que faire un exercice comme je l'ai fait dans l'exemple à la fin, vous devez être capable de le faire à partir du moment où vous avez toutes les données numériques, bien sûr. Vous n'avez pas à connaître ces données numériques. Voilà, donc ça sera tout pour cette fois-là. Je vous mets le lien des cours dans la description de la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.